Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Comprendre Duchamp, guide graphique de Marie-Mathilde Burdeau, illustré par Gozia Gala. Le nom de Marcel Duchamp et ses choses demeurent trop souvent synonymes d'hermétisme. Il fut pourtant l'initiateur de la dernière grande révolution artistique. Nous vous proposons de découvrir les étapes successives de sa trajectoire unique et d'en explorer quelques-unes des multiples facettes, au-delà du seul ready-made ou de son fameux silence. Lecteur néophyte ou plus averti, chacun trouvera plaisir à cet ouvrage, où cherche surtout à s'illustrer le célèbre leitmotiv d'Duchampion. L'art, c'est la vie. Marie-Mathilde Burdeau, diplômée en histoire de l'art, a travaillé sur l'ironie de Marcel Duchamp et d'Andy Warhol dans leurs entretiens. Elle exerce aujourd'hui une activité de traductrice. Gozia Gala est une dessinatrice ayant exposé en Asie, en Suisse et à Paris. Des notes et les illustrations sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Chapitre 1. L'anartiste. Non, Marcel Duchamp, ce n'est pas le ready-made, du moins pas seulement. Marcel Duchamp, c'est le nu descendant un escalier, 1912, scandale étouffé dans le milieu cubiste parisien et sensation publique quelques mois plus tard, à l'Armory Show de New York. Marcel Duchamp, c'est la mariée mise à nu par ses célibataires, même, 1915 à 1923, aussi appelé le grand verre en référence au support sur lequel se déploie cette machine désirante. Marcel Duchamp, c'est étant donné. Premièrement la chute d'eau, deuxièmement le gaz d'éclairage, 1946 à 1966, installation posthume façon pipe show présentant à l'œil du voyeur un mannequin en position couchée, jambes ouvertes et pubis glabre, tenant dans sa main levée un bec au air. Marcel Duchamp, c'est un joueur d'échecs professionnel, un commissaire d'exposition, un comptable de teinturerie, un traducteur, un inventeur du concours Lépine, un marchand d'art, un éditeur, un professeur de français. Marcel Duchamp, c'est au moins 3 mouvements artistiques à lui seul: l'érotisme, l'ironisme et le nominalisme pictural. Marcel Duchamp, c'est Rose c'est la vie, Marchand du sel et Hermut. Et Marcel Duchamp, c'est aussi en effet une roue de bicyclette fixée sur un tabouret, roue de bicyclette 1913, un porte-bouteille 1914, une pelle In Advance of the Broken Arm 1915, un urinoir renversé Fontaine 1917, et une cinquantaine d'autres objets quelconques, promus à la dignité d'œuvre d'art par le simple choix de l'artiste, pour reprendre la définition aussi canonique que discutable d'André Breton. Autrement dit, le ready-made, s'il représente bien l'œuvre paradigmatique de Duchamp, ne doit pas masquer d'une part les autres productions, inventions et interventions diverses de l'anartiste, c'est-à-dire pas artiste du tout, a-t-il précisé, et d'autre part ce qui fut pour certains sa plus grande œuvre, l'emploi de son temps, sa vie même. À ce sujet, on répète souvent que Duchamp a abandonné la peinture pour se consacrer aux échecs. Ce n'est pas faux. Il l'a d'ailleurs affirmé lui-même à plusieurs reprises. Chose étrange néanmoins, personne ne s'entend sur la date. 1923, affirment certains, après l'inachèvement définitif du Grand Verre. 1918, avancent d'autres, après l'exécution de Thuem son dernier tableau. 1912, certifie les troisièmes à son retour de Munich. Seule cette dernière proposition rend justice à l'abandon d'Duchampion de la peinture. Son escapade de 3 mois en Allemagne est en effet l'occasion pour Duchamp de peindre le passage de la Vierge à la mariée, tableau virtuose à travers lequel il règle une fois pour toutes la question taraudante de son devenir peintre. Par ailleurs, et comme l'a analysé Thierry de Duve, cet abandon de la peinture n'aurait jamais eu le retentissement que l'on sait, bien après coup, si Duchamp n'avait enregistré sa décision avec le ready-made. L'inverse est aussi vrai. Le coup du ready-made n'aurait pas eu la même portée si Duchamp ne s'était avéré un très grand peintre. Or, on peut admettre que ce coup s'amorce 1 an après Munich, lorsque Duchamp, dans le secret de son atelier et par distraction, fixe une roue de vélo, fourche en bas, à un tabouret blanc et regarde l'objet tourner. Le vocable ready-made ne sera inventé que 2 ans plus tard, mais déjà une stratégie s'esquisse.
Et celle-ci consiste autant à entériner la mort de la peinture qu'à en assurer la relève et à en perpétuer la tradition. Au-delà de leur apparence sensible, les œuvres de Duchamp sont toutes à inscrire dans l'histoire de la peinture, histoire aussi d'un glissement dans la définition de ce qui en relève ou non. L'abandon de la peinture par Marcel Duchamp est donc une formule à manier avec précaution. Qu'on l'écoute sur le sujet, ça ne veut rien dire faire de la peinture. Ce qui veut dire, c'est faire quelque chose. C'est de la peinture à l'huile depuis 800 ans, mais ce ne sera plus de la peinture à l'huile. Ce seront des céramiques, ce sera de la lumière colorée, ou tout ce que vous voudrez. En musique, vous savez ce qui est arrivé. Chaque fois qu'on a inventé un nouvel instrument, il y a eu une nouvelle musique, créée par un nouvel instrument. C'était quand même une autre facette de la même chose, du point de vue métaphysique. Donc, ce sera la même chose. Même si l'on supprime la peinture à l'huile complètement, ce sera remplacé par autre chose, mais ce sera toujours l'expression d'un individu ou d'un groupe d'individus qui laisseront leur inconscient sortir. Une autre rengaine de l'histoire de l'art, reprise en 1964 par Joseph Beuys dans le titre d'une de ses performances, invoque le fameux « silence » de Marcel Duchamp. Beuys n'avait pas tort de dire ce silence surestimé, mais aux raisons invoquées par l'artiste allemand, qui voulait surtout dénoncer la façon cultivée dont Duchamp avait abandonné l'art, et celle dont ses épigones s'étaient approprié son célèbre silence, s'ajoute une considération plus factuelle. Peut-on en effet qualifier de silencieux un homme qui s'est prêté au cours de sa vie à plus de 80 entretiens, dont certains véritablement fleuves? Qu'il n'en ait accordé que 3 entre 1916 et 1949, et que ses réponses à ses intervieweurs soient toutes empreintes d'une certaine ironie, n'y change pas grand-chose. Et ces conversations, publiées dans des journaux ou ayant fait l'objet d'ouvrages à part entière, s'accompagnent encore de 3 conférences données aux États-Unis. Le silence de Marcel Duchamp est donc tout relatif. Son attitude de retrait vis-à-vis de la scène artistique, son refus catégorique d'être affilié à aucun groupe, si ce n'est à ceux de l'Oulipo et du Collège de Pataphysique, et de signer la moindre pétition, l'accent qu'il a mis sur le rôle décisif du regardeur dans le processus créatif, son objection à la responsabilité, en résumé, ne doit pas faire oublier les nombreux témoignages qu'il a laissés à cette postérité qui l'a tant préoccupé. Ajoutez aux notes qu'il a compilées dans ces 3 boîtes, la boîte de 1914, la boîte verte et la boîte blanche. Ceci étaye d'ailleurs considérablement l'immense travail d'exégèse réalisé autour de son œuvre. Avant d'entamer notre parcours dans la vie et l'œuvre de Marcel Duchamp, soulignons qu'à peu d'artistes s'appliquerait mieux le projet de cette série de guides graphiques. D'une part, la mise en regard du texte et des dessins qui ne sont pas de simples illustrations, fait écho, on le verra, à la démarche duchampienne. D'autre part, l'envie de comprendre est ce que suscite IMME accent aigu diatement ses productions, après 1912, qui ne sont pas des objets de contemplation, mais des machines ironiques. Au-delà des artefacts qu'elles offrent au regard, les œuvres de Duchamp constituent autant de défis lancés à la logique, à la langue, et aux catégories établies du beau et du laid, du high et du low, de l'art et du reste. Avec lui, le spectateur n'est plus touché par des qualités esthétiques. Il est convoqué en son intelligence, un mauvais mot, mais il n'y en a pas d'autre. Très tôt, Duchamp a eu cette ambition d'emmener son regardeur vers des régions plus verbales que visuelles, que rétiniennes, disait-il. La peinture, selon lui, devait s'adresser à notre matière grise. Cet appel n'a aucune visée intellectualiste ou rationnelle. Il ne signale pas davantage un penchant pour les sujets littéraires ou symbolistes en peinture. Et ce mépris envers la peinture rétinienne ne reflète pas le désir d'en finir avec la visualité de la peinture. C'est le réalisme d'un Courbet que rejette Duchamp, l'idée d'une expérience esthétique immédiate, passant tout entière dans le champ du visible et s'arrêtant là. À cette congruence imaginaire, il substitue le retard, terme qu'il suggéra d'employer à la place de tableau ou peinture. Ce principe du retard détermine toute sa stratégie. Il met en évidence un contretemps séparant le regardeur de l'œuvre, un délai nécessaire pour que celle-ci se fraye un passage et arrive après coup
à destination. Peut-être faudra-t-il attendre 50 ans ou 100 ans pour toucher votre vrai public, mais c'est celui-là seul qui m'intéresse. Avec cette idée de retard, Duchamp devance notamment les découvertes de la linguistique sur la rétroactivité du signifiant, illustrées par ce jeu de mots façon charade qui aurait certainement beaucoup plu à Rose Sélavy. Concupiscence. Chapitre 2. Jeune homme sous influence. Certains historiens d'art estiment que le genre biographique est le plus adéquat pour comprendre l'œuvre de Duchamp. En cela, il s'appuie non sur des considérations épistémologiques, la vie fournirait les clés de l'œuvre, mais sur l'indifférenciation chez lui, de l'art et de la vie. Je n'ai jamais fait de distinction entre mes gestes de tous les jours et mes gestes du dimanche, affirme l'intéressé. Donc, si vous voulez, mon art serait de vivre. Chaque seconde, chaque respiration est une œuvre qui n'est inscrite nulle part, qui n'est ni visuelle ni cérébrale. D'ailleurs, la légende qui s'est formée autour de son personnage tient autant à sa production qu'à l'aura et à la grâce de cet homme à l'élégance discrète et au flegme britannique, mêlant détachement ironique et provocation très éclairée, ambition certaine et désinvolture non moins avérée. Ce petit manuel sera ponctué de références biographiques et suivra globalement un fil chronologique. Malgré tout, pour comprendre Duchamp, toutes les pistes sont d'abord bonnes à suivre. Elles témoignent tout ensemble de l'incroyable fécondité de son œuvre. Mieux, elles la prolongent et elles la font. Biographique Marc Partouche, Bernard Marcadet, ésotérique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.